Au nom de toute l'équipe Afrimotep, je vous souhaite une merveilleuse et délicieuse année 2020. À l'aube de cette nouvelle décennie, nous avons décidé de vous offrir un cadeau. Un cadeau à tous les membres de la communauté Afrimotep. Il s'agit d'un livret qui s'intitule « L'art de gérer ma santé financière ». Oui, vous avez bien compris, l'art de gérer ma santé financière. Nous parlons bien de santé financière. Des études scientifiques démontrent que plus on maîtrise la gestion de ses finances personnelles, plus l'espérance de vie est élevée. On note un écart de 10 à 20 ans selon les pays et selon le genre. En France, par exemple, l'écart est de 13 ans pour les hommes. C'est hyper important, la maîtrise de la gestion de ses propres finances. Il s'agit ici d'une étude qui ne parle non pas de la richesse des personnes, parce qu'on peut avoir été très riche comme certains sportifs, des footballeurs, et à la fin de sa carrière, 3 ou 5 ans après, se retrouver dans la misère. Donc, l'espérance de vie de ces personnes sera moins élevée, par exemple, que les personnes qui ont gagné un salaire médian, voire le SMIC, mais qui maîtrisent leurs ressources personnelles et qui savent utiliser leurs ressources efficacement. C'est très important ici d'avoir en tête qu'on parle de qualité et non pas de quantité. Bien évidemment, la plupart des personnes qui sont riches ont une meilleure maîtrise de leurs ressources financières. Ce sujet nous a semblé hyper important parce que ce sont des questions qui reviennent tous les jours. Ce sont les questions auxquelles les entrepreneurs sont confrontés dans leur vie personnelle, mais aussi dans leur vie professionnelle. On voit notamment des TPE qui mettent la clé sous la porte, non pas parce que leur idée était mauvaise, mais pour des raisons de mauvaise gestion de trésorerie. Vous imaginez bien un entrepreneur qui a une superbe idée, qui se lance, qui a des clients, mais qui est obligé de mettre sa société en liquidation ou la fermer, tout simplement parce qu'il a une piètre gestion de sa trésorerie. Donc pour nous, c'est un sujet important. Et c'est un sujet qui est basé sur nos expériences aussi bien professionnelles qu'associatives. C'est pourquoi nous avons décidé de vous offrir ce cadeau. Et dans ce livret, il y a une partie où on décrit les bonnes pratiques, mais également un fichier Excel pour vous amener à élaborer et à suivre votre budget. Bonjour, je suis Prince Tenkam, consultant chez Afrimotep. Je vais donc vous déballer votre cadeau pour l'année 2020. Il s'agit du livret « L'art de gérer ma santé financière ». Vous savez maintenant pourquoi nous parlons de santé financière. Ce livret est composé de 4 grands chapitres. Le premier chapitre, on définit les principes, les concepts de la finance des ménages. Le deuxième chapitre, on parle de votre diagnostic financier. Le troisième chapitre, il s'agit du suivi et de l'élaboration, ou plutôt de l'élaboration et du suivi de votre budget. Et enfin, on parle de votre stratégie d'épargne. Avant de voir un peu plus dans le détail chaque chapitre, nous insistons sur l'introduction. Dans cette introduction, nous parlons de l'état d'esprit. C'est fondamental. Vous travaillez pour réaliser vos rêves. Vos rêves, ça peut être l'achat de sa résidence principale, ça peut être l'achat des appartements, ça peut être la construction d'une maison en Occident, en Afrique, en Asie. C'est en fonction de vos rêves. L'idée ici est très simple. Pour réaliser vos rêves, vous avez besoin de capital. Parce que même si en Occident, l'octroi de crédit, l'argent est devenu moins cher, vous avez quand même toujours besoin
d'un apport d'un capital. Pour obtenir ce capital, vous travaillez. Et donc, en travaillant, vous épargnez une partie de votre salaire ou bien également une partie de vos revenus issus de votre patrimoine que vous pouvez également épargner pour réaliser vos objectifs. Pour réaliser vos objectifs, vous devez avoir mensuellement, semestriellement, annuellement des objectifs précis. C'est pourquoi nous vous conseillons de commencer par votre diagnostic et après d'élaborer et de suivre votre budget. Nous nous attardons sur l'état d'esprit. De la même façon que vous allez avoir des conseils sur votre santé physique, nous vous donnons des conseils sur votre santé financière. Tout au long de ce livret, nous faisons une analogie entre santé physique, corporelle et santé financière. Nous avons vu le lien entre une bonne maîtrise de ses finances et l'espérance de vie en introduction. C'est fondamental. Ensuite, il est important pour vous que vous intégriez que ce que vous gagnez, c'est ce qui vous permet, une partie de ce que vous gagnez, vous devez l'épargner pour votre capital, pour demain avoir des actifs. Et ça, on rentrera un peu plus dans le détail tout à l'heure. Nous pouvons tout de suite passer au premier chapitre. Le premier chapitre, les principes de base de la finance des ménages. Donc les principes de base et le but de ce chapitre, c'est que lorsque vous parlez de votre argent ou de vos dépenses, que vous mettiez en face des termes précis sur ce que vous êtes en train de dire. Et aussi de définir certains aspects, c'est un thème que nous avons l'habitude d'utiliser. Au final, lorsqu'on demande une définition, ce n'est pas toujours très clair. Par exemple, le salaire. Donc, commençons déjà par utiliser les termes précis pour mettre les idées à l'endroit. En finance des ménages, on parle de ressources financières, toutes les entrées d'argent dans le ménage. Les entrées d'argent, c'est quoi? C'est les revenus issus du travail. Nous connaissons tous le salaire. La plupart des gens sont salariés. À quoi consiste un salaire? En fait, un salaire est un échange. Vous échangez votre temps et vos compétences contre une rémunération. Voilà exactement ce que c'est qu'un salaire. À côté du salaire, vous avez des parts variables, des bonus, mais également les subventions du comité d'entreprise et des participations et des intéressements. Et c'est très important, notamment pour les personnes qui travaillent dans des grands groupes français, parce que les participations et intéressements représentent parfois 1 mois, voire 2 mois de salaire. Et en plaçant cette participation, au bout de 5 ans, les sommes qu'on reçoit sont défiscalisées. Donc c'est hyper important lorsqu'on réfléchit notamment en termes de taux horaires, de tenir compte également de ces rémunérations. Ensuite, maintenant, dans les ressources financières, vous avez tout ce qui est allocation. Les allocations, c'est en fait ce que l'État vous verse. C'est aussi bien les allocations comme le RSA, c'est aussi bien en France, c'est aussi bien les allocations pour les familles, pour le logement. Vous avez ensuite ce qu'on appelle les pensions alimentaires. À côté de ça, vous avez également ce qu'on appelle les revenus liés au capital, liés à votre patrimoine en fait. C'est par exemple lorsque vous faites de la location court terme de votre résidence principale, vous pouvez aussi acheter et louer des appartements. Tout ça, on appelle cela des revenus liés à votre patrimoine. Enfin, je termine pour ceux qui connaissent le fonctionnement de la bourse, qui ont acheté des actions. Vous avez aussi droit à des dividendes ou à des rémunérations nettes pour ceux qui placent
leur argent dans des livrets ou des comptes épargne. Donc, c'est tout cela qui constitue vos ressources financières. Dans cette deuxième partie du chapitre 1, nous allons parler des emplois. Les emplois correspondent aux sorties d'argent temporaires ou définitives du ménage. En face des ressources financières, vous avez les emplois. Les emplois, c'est l'utilisation de vos ressources financières. Et le premier emploi, en fait, qui est aujourd'hui caché, entre guillemets, en France, c'est les impôts. Parce que désormais, depuis 2019, l'État français prélève à la source, c'est-à-dire dans vos fiches de paie, ce que votre employeur vous vire dans vos comptes bancaires, c'est déjà déduit de vos impôts. Prenez les bonnes habitudes, les bonnes pratiques. Vous-même, votre premier emploi doit être votre épargne. En fonction de votre situation, vous devrez consacrer un pourcentage de vos ressources financières à votre épargne. Vous devez commencer par vous récompenser vous-même. Habituellement, comment les gens pensent? Les gens se disent, j'ai ça comme revenu. Ils ne parlent pas de ressources financières, bien évidemment. Ils parlent revenu, j'ai ça comme revenu. Je dépense. Après, à la fin, il me reste de l'argent pour épargner. Non, ce n'est pas ça la philosophie. Si vous avez compris l'état d'esprit et l'introduction, vous devez en fait commencer par consacrer un pourcentage de vos revenus, de vos ressources financières pour votre épargne, qui va constituer votre futur capital. C'est hyper important de comprendre ce passage. Ensuite de ça, le deuxième poste d'emploi, ce sont les dépenses fixes. Les dépenses fixes. Pourquoi on parle de dépenses fixes? Parce que habituellement, il s'agit d'un montant fixe que vous devez régler tous les mois. Il s'agit de votre loyer, il s'agit de vos abonnements Internet, assurance, eau. La différence entre les dépenses fixes et les dépenses variables qu'on va voir après est liée et de nature juridique. En fait, vos dépenses fixes sont contractuelles. Vous vous êtes engagé. Vous avez signé un contrat de bail pour votre loyer. Donc, ça veut dire que tous les mois, jusqu'à la fin du bail, vous devez régler une certaine somme. C'est pareil pour tous vos abonnements. Et c'est pareil également pour, par exemple, les cantines de vos enfants. C'est pourquoi on parle de dépenses fixes. Vous êtes engagé juridiquement. Après les dépenses fixes, les dépenses variables. Pourquoi les dépenses variables? Parce que ça peut varier d'un mois sur l'autre. Et il est très important justement de mettre également le focus sur ces dépenses variables. Pour faire simple, vos dépenses variables, c'est votre alimentation, les courses que vous faites pour vous alimenter. Ça peut être vos loisirs, ce sont vos loisirs. Ce sont les achats de billets pour vos vacances, les réservations d'hôtels. Pour ces dépenses variables, vous n'avez aucun engagement juridique. En revanche, vous êtes libre de dépenser certaines sommes, mais très souvent, c'est dans ces postes de dépenses variables où il y a certaines libertés qui sont prises qui fait en sorte qu'on a du mal à épargner. Après, nous parlons aussi souvent de dépenses exceptionnelles. C'est par exemple lorsqu'on achète un bien qui peut ressembler à un bien immobilisé. Par exemple, si vous changez votre salon, voilà, on va mettre ça dans les dépenses exceptionnelles. Si vous avez un cas dur, par exemple, de deuil, vous devez envoyer de l'argent au pays, par exemple, pour les gens qui sont dans la diaspora. On met ça dans les dépenses exceptionnelles. On pourrait les mettre dans les dépenses variables, mais on les met de côté. Pourquoi? Parce que c'est plus facile dans l'analyse. Et c'est plus facile également dans l'interprétation. Une personne, par exemple, qui a eu du mal pendant une année à épargner, et si ça vient du fait qu'il a perdu un proche, un père ou une mère, et qu'il a dû sortir beaucoup d'argent, vous comprenez bien que ce n'est pas de la même nature qu'une personne qui a du mal à épargner parce qu'elle a des loisirs ou qui vit au-dessus de ses moyens. Donc, on essaie de faire la différence. Voilà grosso modo
ce qu'on peut dire sur ce chapitre, sachant que vous avez dans le fichier Excel en annexe de ce livret une liste quasi exhaustive de vos emplois et de vos ressources financières. Donc aujourd'hui, ayons le bon vocabulaire quand on veut nommer les choses. On parle de ressources financières avec les différents types de revenus ou d'allocations. Et on parle d'emploi. Et dans les emplois, on a votre épargne, vos dépenses fixes et vos dépenses variables. Passons au deuxième chapitre de ce livret. Conduire un audit de vos finances. En fait, tout simplement, il s'agit de diagnostiquer vos ressources financières et vos emplois. Et pour cela, nous vous donnons une méthode. Comment faire? Dans un premier temps, nous vous proposons d'avoir une approche globale, de partir sur vos 3 dernières années, 2019, 2018, 2017, de justement regarder vos ressources financières par grande catégorie et vos emplois par grande catégorie. Si vous êtes capable de faire ça en 1 heure, ça veut dire que vous connaissez vos chiffres clés. Et là, nous voulons également démystifier, déconstruire toute la mythologie qu'il y a derrière les chiffres. Je sais qu'il y a des gens qui sont fâchés avec des chiffres, mais là, on parle de vos chiffres. Oui, de vos chiffres. Pourquoi? Parce que la finance, c'est la traduction de vos décisions quotidiennes, de vos habitudes, dans un environnement économique précis. Tout à l'heure, on a parlé de salaire. Votre salaire, ça fait partie de vos chiffres clés. Mais avoir une vision globale, c'est-à-dire quelles sont mes ressources financières annuelles et quels sont mes emplois annuels et surtout voir combien vous épargnez. Ça c'est l'approche globale. Après maintenant, il faut aller dans le détail. C'est un peu comme si vous allez voir votre médecin généraliste, vous dites que vous êtes malade, il va commencer par vous ausculter. Et une fois qu'il aura fini, il va certainement vous envoyer voir des spécialistes, vous demander de faire des analyses sanguines, d'urine, pour rentrer dans le détail. C'est la même chose, c'est la même démarche. Là, on va passer de l'approche globale à l'approche détaillée. Je ne sais plus comment nous l'avons nommé, de la vision globale à une vision spécifique. Donc, on va rentrer dans le détail. Il s'agit de lister toutes vos ressources financières de l'année 2019, mois par mois, tous vos emplois de l'année 2019, mois par mois, et ensuite de voir quel a été le film de votre vie financière. Parce qu'encore une fois, ce sont vos chiffres clés. Et des personnes qui sont très à l'aise avec leurs finances connaissent leurs chiffres clés. Ils connaissent, bien sûr, à 5%, à plus ou moins 5%, mais ils connaissent leurs chiffres clés. Si vous ne connaissez pas vos chiffres clés, ça veut dire que vous avez une mauvaise maîtrise de vos finances. Et il est temps de passer à autre chose et d'avoir une meilleure maîtrise de vos finances si vous voulez épargner, constituer un capital pour vos futurs investissements. Donc, on va rentrer dans le détail. Mais il ne s'agit pas simplement de mettre des chiffres sous un fichier Excel. Sinon, ça ne sert strictement à rien. Lorsque vous allez mettre vos chiffres, après, vous devez vous poser des questions essentielles pour pouvoir interpréter les résultats de votre année 2019. Par exemple, au niveau de votre salaire, si vous êtes salarié, la question fondamentale, on vous a dit tout à l'heure, un salaire, c'est le temps et vos compétences. Si vous voulez améliorer votre salaire, soit vous travaillez plus pour gagner plus, comme disait un ancien président français, soit vous vous formez pour acquérir de meilleures compétences. Ensuite, si vous avez des revenus, par exemple, issus de votre patrimoine,
La question est de se poser, est-ce que vous valorisez correctement votre patrimoine? Maintenant, le plus important, c'est au niveau de votre épargne. Est-ce que vous épargnez suffisamment? La règle répandue est de dire qu'il faut épargner au minimum 10% de son salaire. C'est une règle qu'on peut appliquer, mais tout dépend. Si vous avez un niveau de vie très élevé, il se peut que vous pouvez épargner largement plus de 10%. Donc, ça veut dire qu'au niveau de votre épargne et de votre stratégie d'épargne, vous n'en avez aucune. Pareil pour vos dépenses. Par exemple, les dépenses fixes au niveau de vos loyers. Il faut vous interroger. Qu'est-ce qui se passe sur le marché? Il y a par exemple pas mal de tabous ou pas mal de faux bons conseils. On ne sait plus trop. Un conseil que j'ai entendu, c'est de dire il ne faut pas vivre ou louer dans Paris. Mais je ne comprends pas qu'est-ce que cela veut dire. Chaque personne a son histoire, chaque personne a ses habitudes. Lorsque on habite Paris, on bénéficie de la qualité de vie de Paris. On n'a peut-être pas besoin, on a souvent, voire même pas du tout besoin d'un véhicule. La taxe foncière, la taxe d'habitation est beaucoup moins chère. Parfois, on habite à proximité de son lieu de travail. Ça veut dire qu'on a énormément de temps pour faire autre chose. Donc, nous souhaitons en fait que vous fassiez votre diagnostic et que vous analysez comment vous dépensez votre argent et les bienfaits que vous récupérez, que vous obtenez en échange de l'utilisation de vos ressources. J'entends par là que, par exemple, l'alimentation est très importante. On ne va pas sacrifier son alimentation, c'est-à-dire sa santé, uniquement parce qu'on veut épargner. Ce n'est pas ça l'objectif. On ne va pas sacrifier ses passions uniquement parce qu'on veut épargner. Mais on doit faire des choix et on doit réfléchir. Je vais prendre un exemple concret. Il y a de cela quelques années, j'ai un ami, il est devenu un ami, Danny. Il prenait des cours de danse, des danses tropicales. Et il était passionné par les danses tropicales. En fait, tout son argent, une grande partie de ses revenus allait dans sa passion pour la danse, pour les danses tropicales. Il avait déjà à l'époque contacté plusieurs coachs et bien évidemment les coachs lui conseillaient de réduire drastiquement ses dépenses liées à sa passion. Lorsque j'ai échangé avec lui, moi ma démarche n'a pas du tout été de lui dire de dépenser moins pour sa passion, les danses tropicales. Au contraire, je lui ai dit de continuer à investir dans sa passion, mais qu'il serait temps de transformer cette passion en revenu, de monétiser sa passion. Donc, ça veut dire que pendant un bout de temps, il a continué à prendre des cours, il allait à Cuba, il allait au Brésil, il allait en Afrique, parce que c'était important pour lui et c'était constitutif de sa personnalité. Lorsque un coach lui avait demandé de réduire drastiquement ses dépenses liées à sa passion pour la danse, c'était un peu comme si ce coach lui avait demandé de mourir. Quand quelqu'un est passionné de quelque chose, si vous lui demandez du jour au lendemain d'arrêter, c'est comme si vous lui avez demandé de ne plus vivre. Notre démarche, ça a été de lui dire, ok, aujourd'hui, quel est ton niveau? Est-ce que tu es capable de donner des cours de danse, quelle que soit la danse, salsa, bachata, est-ce que tu es capable? La réponse a été positive. On lui a dit, mais dans ce cas-là, commence à donner des cours de danse. Tu vas donc générer des revenus. Et ces revenus, tu vas les mettre en face des dépenses que tu effectues pour apprendre à danser, pour te former. Pour lui, ça a fait sens. Du coup, il a suivi nos conseils, il a commencé à donner des cours de danse, donc à percevoir des revenus. Et plus tard, qu'est-ce qu'il a fait? Sur nos conseils également, il a monté sa propre troupe de danse et sa propre association. Ce qui fait qu'aujourd'hui, il génère énormément de revenus grâce à sa passion qui est la danse. Alors que si vous allez voir un coach de vie, qui sont un peu comme des coachs sportifs, vous savez que les coachs sportifs, football ou basket, eux, ils ont leur plan de jeu et te disent, toi, tu joues là, tu fais ça, tu fais ça, tu fais ça et tu fais ça. Tu dois respecter. Si tu ne respectes pas, même si tu es le meilleur joueur
au monde et que tu joues pour le Real de Madrid, il ne va pas te prendre dans son équipe. Or, dans l'accompagnement que nous proposons et que nous suggérons dans ce livret, c'est de tenir compte de votre personnalité. Vous devez faire votre check-up et à la fin, interpréter les résultats de ce check-up. Et nous vous aidons à interpréter ces résultats et à mettre en place votre stratégie d'épargne. Donc, pour effectuer ce check-up, ce diagnostic financier, vous avez besoin de documents légaux, c'est ce que nous disons, vos avis d'imposition, vos fiches de paie, quoi d'autre, votre quittance de loyer, vos abonnements. On passe tout au peigne fin. On prend vos relevés bancaires et on regarde. Qu'est-ce qui se passe? Une fois que vous avez le film de l'année 2019, de votre vie financière de l'année 2019, maintenant, il est temps de prendre des recommandations. Est-ce que vous avez des achats impulsifs? Si vous avez des achats impulsifs, surtout aujourd'hui, à l'ère du Big Data, il serait temps justement de mettre en place un budget. C'est fondamental. Mais il serait aussi temps toujours de se rappeler pourquoi vous travaillez pour réaliser vos rêves. Et votre épargne va vous aider à le faire. Passons au troisième chapitre de ce livret. L'élaboration et le suivi de votre budget. L'une des recommandations phares est d'élaborer votre budget. C'est fondamental. Pourquoi c'est fondamental? Parce que vous allez préciser vos objectifs. Avoir des objectifs précis et dans le temps est puissant, tout simplement. Parce que même votre cerveau va commencer à travailler pour vous. Parce que vous avez mis en place des objectifs clairs et précis. Pour élaborer un budget, nous vous donnons une méthodologie très simple. Vous avez fait votre diagnostic financier de l'année 2019, de janvier à décembre 2019. Votre budget, ça sera simplement de reprendre l'année 2019 et corriger, excusez-moi du terme, tous les merdes que vous avez fait en 2019 pour ne pas les reconduire en 2020. Déjà là, vous avez votre budget et vous rajoutez vos ambitions d'épargne. Vous voyez que c'est très simple. Vous avez fait votre diagnostic de l'année 2019, vous mettez votre budget en face, vous virez toutes les dépenses compulsives et autres, et vous vous fixez vos ambitions. Voilà, vous avez votre budget. Aussi simple. Alors que beaucoup de gens se compliquent la vie, se disent, il faut que j'ai tel pourcentage pour mes dépenses fixes. Non, ça vous êtes allé voir un coach ou un gourou, il vous a dit que pour l'alimentation, il vaut mieux dépenser 2%. Non, ça ne marche pas comme ça. Parce que vous êtes unique et vous avez vos habitudes de vie. Les gens ne peuvent pas changer vos habitudes de vie. En revanche, vous pouvez partir de ces habitudes et les améliorer. Enlever tout ce qui ne va pas. Tout ce qui est déconnant dans vos dépenses. Si vous avez des achats compulsifs ou impulsifs, je ne sais même plus le terme, ben vous les virez. Tout simplement dans votre budget. Après, vous vous dites, maintenant, à partir d'aujourd'hui, comme mon ami Dany, bah, je vais peut-être générer également d'autres revenus. Je vais visser un peu plus, réduire certains postes de mes dépenses variables, voire de mes dépenses fixes. Mais en tout cas, les 6 premiers mois, on passe souvent à l'identique sur les dépenses fixes. Mais après, vous pouvez aussi vous fixer, vous poser les réelles questions. Est-ce que c'est beaucoup plus avantageux aujourd'hui d'être en location ou d'acheter sa résidence principale? Est-ce que c'est beaucoup plus avantageux aujourd'hui d'être dans cette résidence principale que vous n'aimez pas, qui est trop loin de votre travail, où vous passez énormément de temps pour vous y rendre? Il est peut-être temps de vendre et d'acheter autre chose ou de se mettre en location. Vous voyez donc que pour élaborer votre budget, c'est très simple. Une fois que vous avez fait votre diagnostic, c'est pourquoi c'est important. Le diagnostic, c'est souvent le choc. C'est là où on se rend compte qu'on a fait n'importe quoi depuis des années. Et votre budget, vous vous dites, j'arrête de faire n'importe quoi, je prends
mes finances en main, voici ma direction, voici mes objectifs. Et même les docteurs vous diront, lorsqu'on a des objectifs précis, votre cerveau travaille pour vous. Lorsque vous allez aller sur un site internet, une plateforme de vente en ligne, vous savez qu'aujourd'hui, il suffit de cliquer et puis vous recevez dans votre boîte aux lettres des publicités d'achat de tel ou tel produit. On vous dit telle personne qui a acheté ce produit ont également acheté d'autres produits. Vous êtes envahi de publicités. Et ça ne fait que commencer. Parce qu'avec le big data, on aura des publicités sur mesure. Ça veut dire que vous serez ciblé. Avant, on disait que les publicités ne font pas vendre. Ça, c'était vrai. Mais aujourd'hui, les publicités font vendre. Parce que c'est vous-même qui dites votre intérêt pour tel ou tel produit, pour telle ou telle prestation. Vous comprenez donc qu'aujourd'hui, à l'ère du big data, maîtriser sa finance personnelle devient primordial. Sinon, vous allez devenir des consommateurs. Je dis bien consommateurs. Vous avez compris où je veux en venir. Donc, il est important de faire un budget. Alors que lorsque vous avez vos objectifs qui sont clairs et précis sur le mois, si vous ne les avez pas réalisés, vous allez voir une personne qui va vous dire, une publicité qui vous dit, achète cette paire de chaussures, tu viens d'acheter l'autre. Non, la plupart des gens qui ont acheté cette paire de chaussures ont également acheté cette paire de chaussures et ce sac. Il y a beaucoup de gens, très honnêtement, lorsque vous regardez leurs finances, vous vous rendez compte qu'ils font des achats qui ne leur servent à rien. Alors que lorsque vous suivez votre budget, bien évidemment, vous savez que dans 2 ou dans 3 ans, si je respecte mon plan de bataille, mon plan de marche, c'est-à-dire mon budget, je vais pouvoir m'acheter un appartement que je vais mettre en location. Là, vous n'êtes plus dans les mêmes dispositions mentales. Alors que si vous n'avez pas de grands objectifs pour vous-même, pour votre vie, mais dès que vous avez un peu d'argent, en plus de ça, tout est dématérialisé. C'est-à-dire, lorsque vous faites un acte d'achat, vous utilisez votre carte bancaire. Vous n'avez pas les sous sonnantes et trébuchantes entre vos mains. Donc, c'est beaucoup plus facile d'acheter. On vit dans la société de consommation. Mais vous, est-ce que votre objectif, c'est de consommer ou votre objectif, c'est de réaliser vos rêves? Dans le fichier en annexe, le fichier Excel, du coup, nous vous proposons comment vous pouvez suivre dans le détail vos opérations. C'est ce que nous appelons les journaux. Donc, si vous avez 2 ou 3 comptes en banque, à chaque fois, vous avez un journal pour chaque compte. Et ensuite, un journal pour votre cash, si vous utilisez le cash. Et donc, du coup, vous saurez où vous en êtes, y compris dans vos trésoreries si vous avez des fins de mois difficiles. Ça veut dire que vous soyez au SMIC, que vous soyez un joueur de foot, la problématique sur la gestion de ses propres finances est la même. En revanche, les montants sont différents. Vous comprenez bien qu'un joueur de football qui perçoit un gros salaire, son problème, ce n'est pas 100 euros. S'il va dépenser 100 euros pour acheter, je sais pas moi, une chaussure, ce n'est pas ça son problème. Lui, son problème, c'est je gagne aujourd'hui beaucoup d'argent. Est-ce que j'épargne suffisamment pour mon patrimoine, pour financer mon patrimoine? Est-ce que j'ai des revenus passifs déjà qui sont générés par mon patrimoine? Alors qu'une personne qui est au SMIC, ok, il aura des problématiques peut-être de 10 euros, mais croyez-moi, il y a beaucoup de gens qui sont au SMIC qui ont une gestion vertueuse de leurs finances et qui dorment tranquillement. Chose que j'ai vue, y compris des entrepreneurs qui ne comprenaient rien dans la gestion dans la finance et qui ont des problèmes de cash tous les jours et qui mettent la clé sous la porte. Tout simplement parce qu'ils ont des problèmes de trésorerie, parce qu'ils ne savent pas anticiper. Ce qui fait que au niveau de votre budget, vous allez le suivre quotidiennement. Je dis bien quotidiennement, oui. Il n'y a pas que les radins qui suivent leur argent quotidiennement. C'est simple. Si vous voulez faire un semi-marathon dans 1 an et que vous n'avez
vous ne faites pas de sport, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez commencer par marcher, vous allez commencer par faire 5 km, 10 km, 15 km, mais vous allez le faire régulièrement. Vous n'allez pas vous lever un matin et puis vous allez faire le semi-marathon. Ça n'existe pas. Ça, c'est pour les rigolos. Donc, de la même façon, vous ne connaissez rien dans la gestion de vos finances, c'est quelque chose que vous allez suivre régulièrement pour savoir où vous en êtes. Au bout de 6 mois, vous serez déjà beaucoup plus à l'aise. Au bout de 1 an, vous aurez maîtrisé les choses, comment ça se passe. Et du coup, ça va devenir une habitude. Si vous voulez maîtriser la gestion de vos finances, il va falloir commencer et vous le faites au quotidien. Ou plutôt régulièrement, on va dire. C'est hyper important. Maintenant, une fois que vous avez un suivi de votre budget, ça veut dire des objectifs financiers clairs et précis pour toute l'année 2020, bien évidemment, concomitant à l'élaboration de votre budget, vous allez mettre en place votre stratégie d'épargne. Quatrième et dernier chapitre de ce livret, votre stratégie d'épargne. Et je rappelle encore une fois que dans le fichier Excel joint à ce livret, vous avez bien évidemment le niveau de votre épargne. C'est le but. Mais vous devez élaborer votre stratégie d'épargne. La première chose qui est importante, c'est je dois épargner combien? Ça, c'est une question qui revient souvent. Ce n'est pas forcément une très bonne question. Au début, nous considérons que ce n'était pas une bonne question. Mais à la fin, en réfléchissant, nous nous sommes dit, il y a quelque chose à mettre en place. Nous avons donc mis en place une méthode pour définir votre pourcentage d'épargne. En fait, nous nous sommes inspirés du code des impôts. C'est-à-dire, en fonction de votre tranche, nous définissons un pourcentage d'épargne. Il faut faire le lien entre vos ressources financières, votre niveau de vie, et pour voir votre niveau de vie, il faut voir votre taux d'imposition. Parce que plus on a un taux d'imposition important en France, plus on est censé avoir un niveau de vie élevé. Bien évidemment, si vous avez un taux d'imposition, vous êtes sur la tranche de 30% et que vous épargnez uniquement 20% de vos ressources financières, ça veut dire que vous ne faites pas grand-chose. C'est trop faible par rapport à votre capacité d'épargne. Si l'État français vous dit que vous êtes à 30% de taux d'imposition et vous épargnez 20%, ça veut dire que vous n'épargnez pas grand-chose. Vous devez être dans les 40-50% d'épargne de vos ressources financières. C'est ça l'idée en fait. C'est juste un tableau pour vous montrer comment on peut construire un niveau d'épargne en fonction de vos ressources financières, mais aussi en fonction des grilles d'imposition du pays dans lequel vous vivez. Ensuite, maintenant, il existe différents types d'épargne. Des épargnes à court terme, à chacun de définir également son épargne de sécurité. Et pour cela, vous avez des livrets et des comptes d'épargne. C'est pour des épargnes à court terme. Si vous arrive un pépin, au moins vous savez que vous avez cette épargne. Maintenant, il y a des épargnes à moyen terme. Moyen terme, c'est quoi? Vous souhaitez acheter un appartement, une maison, qu'importe. Vous avez échangé avec votre banquier qui vous a dit oui, mais compte tenu de votre situation et de l'environnement économique aujourd'hui, il faut que vous veniez avec tel montant pour rapport. Vous décidez de mettre en place votre stratégie d'épargne. Vous avez l'épargne de sécurité, mais aussi l'épargne pour vos projets. Le premier projet, ça peut être bien évidemment l'achat de cet appartement ou de cette maison. Mais vous pouvez aussi avoir un deuxième projet qui peut être, par exemple, l'entrepreneuriat. Les comptes épargne logement, les plans épargne logement. Avant, tout ce qui est plan épargne, c'était considéré comme des projets à long terme, à 5 ans et plus. Ça, c'est il y a 20 ans. Mais aujourd'hui, l'environnement économique a changé. Aujourd'hui, parfois, vous allez, si vous n'êtes pas endetté,
votre banquier peut vous dire, vous payez les frais de notaire, moi je vous accorde le crédit sur 100% du prix d'achat. Aujourd'hui, c'est visible. Ce qui n'était pas le cas il y a 25 ans. C'est pourquoi aujourd'hui, par exemple, tout ce qui est compte épargne logement, plan épargne logement, nous le mettons pour des projets à moyen terme, une épargne de moyen terme. Ensuite, vous pouvez aussi penser à l'avenir. Parce que très souvent, on vous a dit, les gens qui ont une bonne maîtrise de la gestion de leurs finances, c'est aussi parce qu'ils pensent à long terme. Et à chaque fois qu'il y a du long terme, très souvent, l'État, propose des avantages fiscaux. Et c'est le cas notamment pour tout ce qui est plan épargne retraite. Votre plan épargne retraite, c'est que vous allez vous constituer un capital pour votre retraite. Au moment où vous allez aller à la retraite, vous allez percevoir des revenus de votre plan. Et cela, vous avez droit à des déductions fiscales. Ça, on pourra le voir dans le détail pour ceux qui le souhaitent. Ça veut dire que dans vos ressources financières de l'année, on enlève vos investissements sur tout ce qui est épargne retraite et ensuite, on fait le calcul de vos impôts. C'est important à savoir. Pareil, vous pouvez avoir aussi tout ce qui est plan épargne entreprise ou plan épargne groupe. Ce qu'on appelle l'épargne salariale, tout ce qui est plan épargne groupe et PERCO. Qu'est-ce que l'État fait? Ce sont des épargnes à long terme parce que vous devez garder tout ce qui est intéressement et participation pendant 5 ans dans ce plan épargne entreprise pour pouvoir bénéficier de déductions fiscales, sauf cas exceptionnel, mariage, achat d'appartement de résidence principale. Mais ça, il faut voir chaque cas de retrait anticipé. Donc, vous voyez bien que l'environnement fiscal est très important. À long terme, vous pouvez mettre en place tout de suite une stratégie d'épargne. Et cela va vous aider. Et donc, vous imaginez bien qu'une personne qui a mis en place une stratégie d'épargne efficace, mais la personne vit tranquillement. La personne n'a pas de soucis de sommeil liés à l'argent. Court terme, pour tout ce qui est épargne de sécurité. Moyen terme, pour tout ce qui est investissement, entrepreneuriat. Et puis, long terme, tout ce qui est retraite, voire même succession. Et pour cela, vous avez ce qu'on appelle les assurances vie. J'ai oublié de vous parler également du plan épargne action. Pour ceux qui connaissent le fonctionnement de la bourse, on peut se faire beaucoup d'argent en allant en bourse. Voilà, vous savez, à la fin de chaque chapitre, nous avons prévu des quiz pour vous permettre justement d'avoir une bonne compréhension des objectifs de chaque chapitre. N'hésitez pas à jouer, vous avez des réponses à la fin. Abordons la conclusion de ce livret. Tout au long de cette vidéo, j'ai fait l'analogie entre la santé physique et la santé financière. Les bienfaits d'une gestion rigoureuse de ses finances sont nombreux, aussi bien d'un point de vue qualitatif que quantitatif. En fait, lorsqu'on a fait n'importe quoi avec ses revenus, avec ses ressources financières, et puis du jour au lendemain, on se met à faire les choses avec rigueur, à tenir un budget, à mettre en place une stratégie d'épargne, à investir, et qu'on retrouve une santé financière, c'est comme si en fait, on n'était plus malade en fait. Il faut comparer cela comme une victoire contre, je sais pas, une maladie. Les bienfaits sont énormes sur votre santé, sur votre confiance, sur la façon dont vous allez aborder la vie et aussi sur la façon dont et le recul que vous aurez par rapport à l'argent. Vous aurez compris que le but de ce livret et de son annexe, c'est de vous faire retrouver une santé financière, une santé physique florissante. Et c'est notre objectif. C'est pourquoi nous avons mis à la disposition de notre communauté
cet outil pour vous permettre de devenir autonome et indépendant dans la gestion de vos finances. Suite au succès de ce livret et de son annexe, nous avons mis en place un accompagnement payant. En fait, ce sont les premières personnes qui ont lu le livret et qui ont mis en place leur diagnostic et leur budget, qui nous ont demandé, faute de temps, qui voulaient aller beaucoup plus loin et beaucoup plus vite et recevoir leur livret sur mesure par rapport à leur situation et donc démarrer, retrouver leur santé financière. Pour cela, encore une fois, allez cliquer sur le lien qui se situe dans la barre d'information de cette vidéo pour recevoir gratuitement le livret et son annexe. Et pour ceux qui veulent aller plus loin, vous pouvez nous contacter directement via les réseaux sociaux ou via notre site internet. Merci de nous avoir suivis. Merci d'avoir suivi cette longue vidéo jusqu'au bout. Mais il était important de parler de ce sujet qui n'est pas encore enseigné dans les classes. Nous pensons qu'on doit enseigner aujourd'hui aux élèves, aux étudiants, la gestion de leurs propres ressources financières. Ça devient un sujet crucial à maîtriser. Merci et bonne continuation.